Est-ce qu'on serait pas sur la pire finale, les gars, de la Coupe du Monde du 21e siècle? Je pose la question parce qu'honnêtement, elle peut se poser. Et en même temps, est-ce qu'on a réellement vu une finale hier? C'est aussi ça, cette question qu'on peut se poser. Voilà, ces deux questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour débrief cette finale entre l'Espagne et l'Argentine. Un non-match total des Argentins face à un match quand même très compliqué des Espagnols qui certes ont été dominateurs, mais quand même ont eu énormément de mal, qu'on marquait d'un but de Ferran Torres en prolongation. On va parler de tout ça, on va parler bien sûr en fin de vidéo des trophées du meilleur joueur, meilleur jeune joueur et meilleur gardien, parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Donc posez-vous pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, on va parler de tout ça et on démarre dès maintenant. Et déjà pour démarrer, on va parler des deux compositions d'équipe. Notamment, on va déjà démarrer avec celle de l'Espagne, où sur ce match-là, on n'a pas eu de changement, pas de surprise, 4-3-3 classique. Fabian de nouveau aligné avec Olmo et Rodri au milieu de terrain. Yamal, Baena et Oyarzabal devant, ça ne bouge pas. La défense, béton, Cucurella à gauche, Pedro à droite, Laporte, Cubarsí en centrale. Et Unai Simon au gardien, voilà, du côté de La Fuente, on n'a pas fait de surprise, on n'a pas joué dans la nouveauté, contrairement aux Argentins, on va le voir après. Et donc cette équipe, forcément, cette composition d'équipe qui marche depuis le début de la compétition, on va être honnête, continue d'être aligné, ce 11 titulaire qui, voilà, au bout, a réussi quand même à aller chercher cette Coupe du Monde. Et côté argentin, là par contre, on a eu des surprises. Et quelques surprises que j'aurais pas pensé. Je me suis dit que côté argentin, comme côté espagnol, on n'allait pas avoir de surprise. Même équipe alignée face à l'Angleterre pour l'Argentine, et même équipe côté espagnol alignée face à la France. Côté espagnol, on l'a fait, côté argentin, on a changé. Et pour moi, ces changements du côté de Scaloni ont fait que l'Espagne a déjà pris les devants avant même que le match commence. On va déjà démarrer avec Montiel. Montiel, quand il rentre face à l'Angleterre, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Même dans la plupart des matchs où il est rentré, il est impressionnant. Aujourd'hui, il a été tout sauf impressionnant. Il a été à côté de la plaque. Et l'entrée par de Molina, elle, a été très bonne. Lui qui, difficilement, je trouve, quand même, fait ses matchs dans ce mondial-là avec l'Argentine. À chaque fois qu'il est remplacé, Montiel rentre bien. Là, cette fois-ci, c'est Molina qui rentre. Lui, il rentre plutôt bien. En tout cas, j'ai trouvé que défensivement, ça l'a fait. Bon, forcément, le but sur Nico Williams, c'est être remisé. Il est un petit peu fautif, mais son entrée est plutôt correcte. Et là, déjà, pour moi, c'est une erreur de mettre Montiel d'entrée. Il n'a pas démarré un match côté argentin. Et surtout, démarrer en finale, c'est toujours de la pression, donc pas forcément le bon choix. Et le deuxième, peut-être le pire choix, je trouverais personnellement, c'est cet alignement de Nico Gonzalez à gauche, qui fait que du coup Paredes est laissé sur le banc, quand on sait l'importance, je trouve, de Paredes sur les matchs argentins. On sait que Messi est le meneur de jeu de cette équipe de l'Argentine, mais Paredes est le deuxième meneur. C'est lui qui joue entre les deux défenseurs Martinez et Romero, c'est lui qui va faire le lien avec McAllister et Enzo Fernandez. D'ailleurs, Enzo Fernandez que je préfère quand même largement et nettement à gauche. Cette entame de Nico Gonzalez, ce match de Nico Gonzalez est tout sauf bon. Chaque ballon qu'il a, il va tenter d'aller de l'avant et jouer tout seul, s'enfermer pour les perdre. Mais effectivement, cet alignement de Gonzalez dès le début du match, je suis pas sûr que c'est le bon, surtout que même lui n'avait pas démarré un match au mondial. Et comme je dis, pour moi, l'erreur, c'est de pas avoir fait notamment démarrer tout simplement Molina, déjà à droite. Pour moi, ça aurait été le mieux. Et il est en haut Paredes, qui pour moi est le deuxième meneur de cette équipe de l'Argentine. On aurait pu même voir d'ailleurs un Giuliano Simeone qui pour moi effectivement perdait beaucoup de ballons, faisait pas mal de fautes, mais avait de la niaque. Et je pense que d'entrée de match, dans un match où c'est compliqué pour les Argentins, peut-être qu'un Simeone aurait été préférable à un De Paul, peut-être décalé sinon à la limite De Paul pour laisser vraiment Paredes peut-être sur le banc. Il y avait peut-être une petite gêne musculaire de Paredes, ou dans la tête de Scaloni, on était peut-être déjà projeté vers une deuxième mi-temps, il va falloir être compétitif, ou en tout cas une fin de deuxième mi-temps, il faudrait être compétitif, donc Paredes aurait pu aider. En tout cas, bizarre de ne pas avoir aligné Paredes au vu de quand même de son utilité, je trouve, depuis le début de la Coupe du Monde, pardon. C'est surtout en fait vraiment la titularisation de Gonzalez qui me laisse perplexe. Ses entrées sont pas mauvaises, mais sont pas étincelantes, contrairement à Montiel qui pour moi change vraiment la donne dans le couloir droit. Donc déjà, comme je vous dis, pour moi, Scaloni, contrairement aux Espagnols, perd peut-être déjà le duel, et le 11 espagnol est déjà plus fort déjà de base sur le papier, mais là encore plus avec ces deux joueurs qui n'ont jamais démarré et qui démarrent en finale. Et c'est jamais le meilleur match pour démarrer dans une Coupe du Monde. Ensuite, on va déjà démarrer par la première occasion dès la 4ème minute de jeu pour les Espagnols. Elle vient de Lamine Yamal sur cette passe contrée, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois de McAllister ou de Romero. C'est un des deux qui va contrer ce ballon, qui va arriver dans les pieds ensuite de Dani Olmo. La remise elle est parfaite. C'est un petit peu semblable avec le deuxième but espagnol face à l'équipe de France, sauf que là on est dans la surface un peu plus avancé et c'est pas les mêmes joueurs. Olmo est légèrement quand même plus pressé, mais on a encore cet espace ici, cette ouverture pour aller trouver de la part d'Olmo pour aller trouver Lamine Yamal, qui derrière va tenter de finir, mais le retour de Lisandro Martinez est parfait pour contrer ce ballon, qui est pas loin quand même de tromper Emiliano Martinez, mais Martinez qui sort une Coupe du Monde quand même, faut le dire, c'est
déchirant dans le cœur de le dire, mais qui fait une Coupe du Monde de dingue et vient de nouveau sauver les Argentins. À ce moment-là, on le sait pas, hein, mais il va vraiment être le héros jusqu'au but de Ferran Torres de l'Argentine. C'était Emilio Martinez là, il a été diabolique avec les attaques espagnoles, mais on n'est pas loin déjà d'avoir l'ouverture du score rien que sur ce ballon-là. Heureusement qu'Yamal c'est l'entrée. Je pense qu'on est à une dizaine, quinzaine de minutes après. Je pense que Yamal est peut-être plus lucide pour aller chercher le but. En tout cas, grosse pression déjà sur le but argentin, qui d'ailleurs ne faiblira jamais durant ce match-là. Ensuite, les gars, pour moi, le deuxième tournant côté argentin, le premier, comme je dis, pour moi, c'était les titulaires qui n'auraient pas forcément dû être, qui étaient Nico Gonzalez et Montiel. C'est la blessure de Lisandro Martinez, élément ultra important avec Romero en défense, qui fait déjà du côté de United une grosse saison, mais en plus de ça, une très grosse Coupe du Monde défensivement. Et la blessure, dès malheureusement la 43e minute de jeu, va faire mal. Alors oui, on a l'entrée d'Otamendi, joueur expérimenté, qui était là d'ailleurs en 2022, qui était là en 2018, qui a de l'expérience, vraiment, même par les clubs dans le passé, mais qui, on va être honnête, se fait vieux. Jouer tout un match est plus compliqué. Son entrée, soi-disant, est quand même très bonne. Mais honnêtement, si on est argentin, je pense qu'on préfère avoir Lisandro Martinez en défense avec Romero. Surtout que le duo a toujours été aligné. On sait que souvent, d'ailleurs, en plus, Otamendi, lui, rentre en cours de match, plus autour de la 70, 80e, si on doit bien garder un score ou pas. Il est capable en plus d'apporter offensivement. On l'a vu un petit peu en fin de prolongation. Mais qu'est-ce que c'est compliqué quand même de perdre Lisandro Martinez dès la 43e en finale, en plus, dans un moment important. Et le deuxième tournant côté argentin, il est ici, il est là de perdre Lisandro Martinez avec Romero. Le duo, comme je dis, Romero-Otamendi, c'est des bouts de match. Ça va pas être 45 minutes, même plus quasiment un match avec la prolongation quand on compte dedans. Et même là, ça va pas s'arrêter parce qu'en plus, un peu plus tard, Romero lui aussi va sortir. On va se retrouver avec une défense Senesi-Otamendi qui n'a tout simplement jamais joué ensemble durant ce mondial. Et ce qui va peut-être faire un petit peu faiblir cette équipe de l'Argentine, si on est honnête. Ensuite, on va faire un petit aparté sur le concert qui vient aussi gâcher la fête de ce mondial, qui vient peut-être gâcher la seconde mi-temps, parce qu'on en parle peut-être pas suffisamment. Il y en a beaucoup qui étaient plus là, ouais, le concert était pas fou, machin. Moi, ce que je parle surtout, c'est qu'en fait, on a attendu 30 minutes pour avoir un concert qui était pourri, 30 minutes où 95% du stade n'attendait absolument pas le concert, mais le match, où on va dire 80% de l'audience qui était devant le match attendait le foot. À quoi sert ce concert? À rien. Et ça nous a donné une seconde mi-temps similaire à une première mi-temps qui a été quand même assez faible, assez terne en termes d'occasion. Une domination certes de l'Espagne. Je dis pas que le concert est plutôt la chose qui fait que la seconde mi-temps était un peu du copier-coller de la première, mais pour moi ça fait partie de cette chose-là, de cette malheureusement contre-performance d'une finale où on aurait pu s'attendre à bien mieux. Et ensuite les gars, dans cette seconde mi-temps, tout simplement, on va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent. On a une domination certes qui continue du côté espagnol, on a des occasions, des frappes malheureusement sans réelle conviction, beaucoup arrive sur Emilio Martinez. On a notamment cette tête de Ferran Torres, cette tête de Laporte aussi, mais qui à chaque fois arrive sur Emilio Martinez, qui n'a pas vraiment besoin de réellement s'employer, juste d'avoir le bon geste réflexe pour capter le ballon. Et du coup on se projette vers cette 81e minute de jeu où on va avoir le troisième tournant côté argentin et Enzo Fernandez qui va écoper son premier carton jaune sur cette action totalement débile de sa part, où il tente de glaner un coup franc où il n'y a rien, c'est du jeu physique, il n'y a rien du tout. Derrière au sol va venir rouspéter avec des gestes que tout simplement monsieur l'arbitre ne va pas aimer, et le carton jaune derrière sorti très logiquement avec ces gestes tout simplement de mauvaise humeur de Enzo Fernandez. Et le tournant est là, c'est de se prendre un carton jaune débile, et quand on connaît la suite, ça rappelle aussi de nombreuses images, notamment moi c'est celle de Camavinga où voilà, tu prends deux jaunes un petit peu stupides et derrière tu viens de prendre un deuxième carton jaune et le carton rouge qui arrive dans la finalité. Justement on va arriver à ce carton rouge là qui est totalement logique. Alors est-ce qu'un carton rouge direct aurait pu être mis? Honnêtement je suis pas sûr. Oui, l'action est assez dingue, quand je vous mets la deuxième photo on le voit, le vol plané de Kubarsi qui nous fait presque un soleil, mais dans l'intention je pense, je sais pas si Enzo Fernandez, quand on connaît le bonhomme, veut faire mal, mais en tout cas veut jouer le ballon dans un premier temps c'est sûr, dans un même temps joue sûrement aussi le joueur, mais pour moi c'est un jaune, pour moi c'est pas un rouge direct. Par contre c'est un deuxième jaune très logique, la faute est là, il est totalement en retard, le contact, regardez où est le ballon. Alors si on remonte une petite seconde avant, je pense que le ballon est plutôt là, mais le ballon n'est même plus dans les pieds de Kubarsi quand Fernandez vient tout simplement le tacler derrière le vol plané. À l'image c'est encore plus impressionnant je trouve qu'à la vidéo, et derrière le carton rouge est logiquement sorti. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Enzo Fernandez en plus de ça tente de se justifier, tente de dire qu'il n'y a pas grand chose, qu'il n'y a rien, que ça ne mérite pas un deuxième carton jaune, ce qui est quand même assez dingue quand on regarde le ralenti. Mais
je sais même pas comment est-ce qu'il fait pour tenter de se justifier, pour se dire que en vrai il n'y a pas grand chose. Le geste est là, le contact est là, le vol plané est là, le contact est même ici. Il y a un double contact, une première ici, une deuxième sur sa jambe. Je veux dire, la faute, le rouge dans la globalité avec le deuxième carton jaune est logique, et c'est quand même assez fou de se dire qu'il vient contester la décision de l'arbitre, et du coup le quatrième tournant côté argentin, il est là, c'est ce carton rouge repris par Enzo Fernandez, et qui derrière va permettre à l'Espagne tout simplement de développer encore plus son jeu. Et derrière les gars, on va arriver tout simplement sur la dernière occasion de ce match, hein, à la 97e minute de jeu. Alors oui, le carton rouge a fait aussi perdre un petit peu de temps, le coup franc aussi, il y a eu quelques actions qui ont fait perdre un peu de temps, donc forcément le temps additionnel s'est rallongé, l'Argentine réduite à 10, et le coup franc Porro ou Yamal. Dans ma tête à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'on ferait pas comme le Portugal l'avait fait, où on se dit c'est Ronaldo qui va tirer, et au final il la laisse à Nuno Mendes. Là on sait que principalement c'est Yamal qui va la tirer, donc pourquoi pas la laisser à Pedro Porro? Non, finalement c'est Yamal qui va aller s'en charger de ce coup franc là, de tenter pourquoi pas délivrer dans les tout derniers instants l'Espagne, mais l'envolée d'Emiliano Martinez elle est parfaite, parade, alors qu'il est gêné, hein, par le mur espagnol créé juste avant, hein, juste ici, ce mur à deux de Merino, et si je dis pas de bêtises peut-être de loin de Rodri, mais je veux pas dire de bêtises, et derrière Emiliano Martinez qui s'envole parfaitement sur ce côté un petit peu fermé de sa part, et ressort d'une claquette parfaite ce ballon là, et emmène du coup l'Argentine avec en plus de ça l'Espagne en prolongation, une prolongation qui va être quand même très compliquée pour l'Argentine, mais je me dis à ce moment là peut-être en leur faveur quand même si t'es réduit à 10 contre 11, parce qu'ils en ont déjà disputé deux, ils savent que c'est une pression d'une prolongation, en plus t'es en finale, donc double pression, attention côté espagnol, mais au final rien de tout ça, l'Espagne va continuer à être dominatrice et à jouer son jeu et à tenter d'aller marquer. Et ensuite du coup dans cette prolongation on va arriver à la 95e minute de jeu, et ce but refusé qui fait parler, et honnêtement les gars, après au visionnage de pas mal de vidéos, d'images, il y a faute, voilà, on va être honnête, je peux vous mettre l'image, elle est juste ici, ce pied de Merino là qui vient tout simplement toucher Otamendi, il y est, la semelle y est, alors elle est légère, elle est sur le bout du pied, hein, d'Otamendi, mais cette faute est réelle, et malheureusement ce but de Nico Williams qui pensait délivrer à la 95e l'Espagne n'arrivera pas, but refusé, et logiquement au vu de la faute quand même de Merino ici sur le pied d'Otamendi, mais je peux comprendre que ça fait parler, je peux comprendre qu'on peut se dire est-ce que si c'était l'Argentine qui aurait été refusé, tout ça, ça fait parler bien sûr, mais comme d'habitude, on ne sait pas. L'Argentine n'a pas eu cette occasion. Si on aurait eu, on aurait pu se donner un jugement, mais elle l'a pas eu. Et le but, comme je dis pour moi, est plutôt logiquement refusé avec cette faute de Merino. Même si au départ, j'ai quand même l'impression que c'est une faute sur Martinez, parce qu'il simule un peu. On aurait presque pu mettre un petit carton jaune à Martinez qui prend pas vraiment de coup, hein, sur ce ballon-là. On va donc derrière partir à la 102e minute de jeu. Et quel centre de Nico Williams, hein, pour aller trouver la tête de Merino ici, qui malheureusement ne la reprend pas suffisamment, hein. Et surtout, c'est peut-être le plus fou, c'est de laisser autant d'espace du côté de Molina face à Nico Williams, quand on sait la technique, la percussion qu'il est capable d'apporter, on l'a vu, hein, d'ailleurs dans cette prolongation, ça a été un véritable poison pour la défense de l'Argentine. Se dire qu'il lui laissait autant d'espace, c'est quand même c'est comme si presque tu laissais autant d'espace à Mbappé, peut-être pas autant, mais presque. C'est une chose à ne pas faire. Et derrière le centre, il est déposé sur la tête du joueur des Gunners, mais malheureusement il la reprend pas suffisamment, il la reprend du bout de la tête, j'ai pas envie de dire qu'il y croit pas, mais je pense que dans sa tête il veut pas non plus trop en mettre pour éviter de louper le cadre, et malheureusement il en met pas assez, et ça va venir mourir juste à côté du montant gauche de Emiliano Martinez, qui honnêtement a sûrement soufflé un beau coup sur ce ballon là, parce que ça s'est joué de très peu. Ensuite les gars, on va arriver directement dès la deuxième mi-temps de prolongation, il n'y a pas grand chose après cette tête de Merino, on a quand même une Espagne qui continue à dominer, et on va arriver à ce fameux but, à cette délivrance donnée par Ferran Torres. Déjà dans un premier temps là, le très bon centre de Porro, un petit peu, j'ai pas envie de dire lobé, mais très haut, qui va aller retomber au second poteau vers Nico Williams, sortie un peu compliquée pour Emiliano Martinez, mais surtout très hésitante. Quand on voit le ralenti, on voit que Martinez hésite vraiment beaucoup à sortir. Est-ce qu'il sort, est-ce qu'il sort pas, est-ce qu'il laisse un petit peu son but libre ou pas, et au final il va sortir, mais beaucoup trop tard. Il va sortir quand Nico Williams a le ballon, et la tête remise elle est parfaite pour trouver Ferran Torres, qui lui va pas manquer sa volée, va mettre un équilibre parfait, une puissance pour empêcher Emiliano Martinez de retrouver le ballon, ou même un défenseur, pour aller finaliser et aller marquer ce but, pour délivrer l'Espagne, pour permettre à l'Espagne enfin, au bout de 105 minutes de jeu, au bout je crois de 20 tirs dont 13 cadrés, alors qu'on était à 0 d'ailleurs côté argentin, il va falloir en parler de ces stats, mais au bout de quasiment 20 tirs, l'Espagne enfin arrive à trouver la délivrance, a enfin dupé ce diable d'Emiliano Martinez qui leur a tant fait souffrir, et à permettre à tout le peuple espagnol, à toute l'équipe espagnole, à tout le staff espagnol même aussi, d'aller chercher son 1-0, de chercher la délivrance, et peut-être même à ce moment-là d'aller chercher la Coupe du Monde, au vu du match même de l'Argentine, qui est quand même de très bas niveau.
Et justement, on va en parler, je vais rester sur cette image. Mais comment est-ce qu'en finale de mondial, tu peux te retrouver à la 105e minute de jeu avec zéro tir dans le match? Tu te rends compte que 80 minutes ne t'ont même pas suffi. Il te faut en plus de ça une prolongation. Et dans cette prolongation, avant, il me semble même la 110e minute de jeu, on va avoir aucun but côté, même pas aucun tir plutôt côté argentin. C'est chaotique ce qu'ils nous ont proposé. Alors côté espagnol, faut en parler aussi, eux qui sont tant réalistes je trouve sur cette Coupe du Monde, sur ce match là c'est tout l'inverse, 20 tirs, 13 cadrés, oui il y a un très bon Emilio Martinez, mais un gros manque de réalisme quand même offensif côté espagnol. J'ai l'impression d'avoir retrouvé l'Espagne face au Cap-Vert lors de l'ouverture de leur mondial côté espagnol. J'ai eu l'impression de retrouver cette équipe de l'Espagne là qui n'arrive pas à marquer, qui ne trouve pas les atouts pour les marquer. Bon finalement, il faut 105 minutes, mais on arrive au bout, on arrive enfin à marquer et du coup à permettre à l'Espagne d'aller chercher ce petit but. On va quand même parler d'une action du côté de l'Argentine en fin de match à la 121e minute de jeu. Et cette volée totalement manquée de Simeone qui est déjà, hein, on le voit, hein, le ballon n'est même pas tapé, qui est déjà en déséquilibre au moment de sa volée, qui se cramponne pas suffisamment, je trouve qui chute un petit peu trop rapidement, qui veut aller très rapidement vers le sol pour peut-être, je sais pas, frapper au sol, frapper le plus fort possible au sol. Je sais pas ce qu'il veut tenter, mais il reste pas suffisamment debout pour correctement frapper une volée qui va s'envoler largement au-dessus de la barre de Unai Simon. C'est pour moi la seule occasion de l'Argentine qui a été réellement dangereuse. On va dire, on a une un peu plus auparavant sur ces déboulés de Simone, le centre fort qui passe à côté de la cage de Simone sur une très très bonne défense d'un milieu de terrain espagnol, si je dis pas de bêtises, sur un retour magnifique qui empêche dans l'axe Julián Álvarez de trouver le ballon. Mais c'est pour moi la réelle grosse occasion de l'Argentine, cette volée manquée. Alors oui, on peut le dire, ça aurait été du vol si l'Argentine revenait, hein, parce que même à ce moment-là, je crois que c'est même d'ailleurs peut-être l'avant-dernier tir, donc le 2 ou 3e tir, parce que l'Argentine finit avec 3 tirs dans ce match. C'est quand même chaotique, voilà, il faut le dire. Et du coup, l'Argentine voit sûrement sa dernière véritable occasion s'envoler au-dessus des buts d'Unai Simon, et ce qui fait que derrière, du coup, l'Espagne est championne du monde. C'est une des images qu'on va retenir de cette fin de match. On va pas parler de ce qui s'est passé. Oui, Paredes prend en plus de ça un rouge, donc deuxième rouge pour les Argentins après la fin du match pour des gestes mais qui lui mériterait des matchs de suspension par dizaines, peut-être par centaines. C'est littéralement du combat. Il cherchait le combat, rien d'autre. C'est l'image forcément de cette fin de mondial, ce trophée soulevé par l'Espagne avec Trump qui veut rester ici. C'est une folie comment il veut être sur toutes les photos. Mais on va retenir la joie, voilà, des Espagnols. On va retenir aussi, avant de parler des trophées, de cette tristesse de Lionel Messi dans ses yeux. Je sais pas si c'est une tristesse. Je pense qu'il y a une part de tristesse d'avoir forcément perdu cette finale, de dire qu'il n'était pas si loin d'aller chercher une deuxième Coupe du Monde pour plutôt une quatrième Coupe du Monde pour l'Argentine, mais surtout une deuxième d'affilée, de se dire aussi qu'ils auraient pu faire mieux. C'est sûr que son match est quand même compliqué, 15 ballons touchés, mais je pense surtout que dans sa tête, il sait que c'est la fin de son aventure avec l'Argentine. Surtout, je pense que c'est cette image qui le touche, c'est face au public, oui, flouté dans le fond, mais qui est tout simplement en train d'acclamer Lionel Messi, parce que eux-mêmes le savent. Oui, la finale est perdue, mais ils perdent bien plus qu'une finale, ils perdent une légende, ils perdent le meilleur joueur de football au monde, le meilleur joueur de football de l'histoire, tout simplement, et le meilleur joueur argentin. Il a sûrement dépassé Maradona déjà depuis un temps, mais en plus encore avec cette Coupe du Monde qui est dingue, à 39 ans, tu vas chercher 8 buts, j'ai même plus en tête ce nombre de passes D, mais c'est peut-être même le joueur le plus décisif de ce mondial. Il a été extraordinaire tout le long. C'est compliqué forcément ces images quand tu les vois. Oui, quand tu es un anti-Messi tu peux te réjouir, mais Ronaldo a la même chose, donc les anti-Ronaldo ont pu se réjouir aussi. Mais c'est surtout, ouais, je pense, un mélange de larmes de quitter l'Argentine, de ne pas réussir à aller chercher cette deuxième Coupe du Monde aujourd'hui, mais surtout en fait de quitter l'Argentine, de dire qu'il pourra plus rien faire avec cette équipe là parce qu'il se fait trop vieux et qu'il va surtout aller profiter un petit peu du côté de Miami. Donc c'est aussi cette image de fin de mondial, les larmes de les Messi, où il fait aussi comprendre un petit peu à tout le monde que voilà, son aventure avec l'Argentine est officiellement terminé. Et justement, on va revenir aussi au trophée. Le trophée déjà de meilleur jeune joueur qui est totalement logique. Koubarsi a fait une Coupe du Monde taille patron. Il a été extraordinaire. Je ne voyais pas quel meilleur autre jeune joueur lui mettre à part à Koubarsi. On va parler d'un autre trophée et pour moi c'est peut-être le plus fou, c'est Unai Simon. Comment est-ce que
il peut remporter ce trophée-là. Oui, j'ai vu des gens dire oui, mais ces sorties hors de ces cages, elles sont très bonnes. Oui, elles sont très bonnes. Mais c'est parce que d'un côté, les passes ne sont pas suffisamment ajustées de l'équipe adverse et qu'effectivement, son sens du timing a été très bon. Mais moi, je parle d'un gardien. Quand j'entends un gardien, j'entends surtout des arrêts sur la ligne, de la décisivité qu'il a été pour son équipe, comme l'a été notamment Courtois en 2018, comme l'a été notamment en 2022 Emilio Martinez. Comment est-ce qu'aujourd'hui Unai Simon peut être voté? Honnêtement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, Emilio Martinez doit être élu meilleur gardien pour moi de cette Coupe du Monde, ou même Vozina pour moi fait une meilleure Coupe du Monde que Unai Simon, si je suis très honnête, parce qu'il n'a rien eu à faire dans ses cages, et encore heureux que ses sorties sont réussies. Et encore, il y a eu 2, 3, presque 4 sorties hasardeuses de sa part, je trouve, qu'aurait pu lui coûter des buts, mais au final, de nouveau, c'est la défense qui vient de l'aider. C'est la défense qui vient de l'aider aussi à gagner ce trophée-là, hein, parce que la défense, sans cette grosse défense, pour moi, Unai Simon n'est jamais le meilleur gardien de ce mondial. Et le dernier trophée, on va forcément parler de Rodri, qui est élu meilleur joueur de ce mondial. C'est pas démérité, attention, il fait une énorme Coupe du Monde. Phase de poule compliquée quand même pour le joueur de City, mais le reste, la phase d'élimination directe, elle est monstrueuse. J'ai l'impression de vous revoir le Rodri qui a été Ballon d'Or en 2024, si mes souvenirs sont bons, qui a été extraordinaire tout le long de la saison, qui était ultra décisif à chaque fois. Et tu sens quand il est là ou qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, il est encore là comme à l'Euro. Il est monstrueux, il est exceptionnel, il a été incroyable. Mais je suis désolé, il y a un certain Kylian Mbappé, il y a un certain Messi, il y a un certain Upamecano, qui pour moi ont fait une Coupe du Monde encore plus exceptionnelle. Alors peut-être que pour avoir ce trophée, il faut jouer la finale, peut-être. Mais alors s'il faut jouer la finale, pourquoi ne pas leur mettre à Messi? Est-ce qu'à 39 ans, quelqu'un est capable? Il faut se remettre aussi dans le contexte où à 39 ans, Lionel Messi vient tout simplement de porter, on l'a vu aujourd'hui quand Messi n'est pas dedans, l'Argentine ne marche pas. On a vu Lionel Messi porter l'Argentine jusqu'en finale, les porter de tout son poids, et aujourd'hui il n'est même pas élu meilleur joueur devant Rodri, certes qui fait une grosse Coupe du Monde, mais pour moi Messi fait une meilleure Coupe du Monde. Si on doit partir du principe où le joueur qui est élu doit disputer la finale, franchement c'est assez dingue quand je me dis ça. Mais écoutez, comme je dis, pour moi c'est pas démérité. J'aurais plutôt vu quand même au moins peut-être un Messi, et si je suis honnête, pour moi Upamecano est le meilleur joueur de ce mondial. Il a été impassable durant tout ce mondial là. Et pour finir quand même sur cette vidéo, on va parler juste de l'arbitrage rapidement, qui pour moi, cet arbitrage de Monsieur Vincic a été très bon dans cette finale. Voilà, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être des cartons jaunes, au moins 2 cartons jaunes qui ont été peut-être oubliés côté argentin, mais dans l'ensemble, il a très bien géré son match. Franchement, il y a eu un très bon arbitrage, que ça soit sur le terrain et dans la VAR. Aujourd'hui, j'ai pas vu une honte au terme d'arbitrage. Monsieur Vincic a été là à hauteur d'une finale, contrairement aux arbitres en demi-finale. Lui a su prendre une demi-finale, a su prendre le cran, a su prendre le niveau qu'il fallait pour se mettre au niveau d'une finale du mondial. Et honnêtement, Monsieur Vincic, merci à vous, parce que grâce à vous aussi, la partie s'est plutôt bien déroulée. Il a peut-être laissé par moments quelques actions un petit peu trop jouées, ce qui a aussi vu l'Argentine être un petit peu plus féroce sur certains coups. Mais dans la globalité, Monsieur Vincic, merci. Mais du coup, les gars, voilà un petit peu pour mon résumé de ce match-là, de ce que j'ai pu ressentir. Comme je dis, un match quand même très compliqué, où honnêtement, on n'avait pas l'impression de voir une finale. Je pense aussi aux gens qui ne regardent pas forcément trop le football et qui ont regardé cette finale en se disant, donc c'est ça une finale de Coupe du Monde dans le football, c'est ça une finale de la meilleure compétition, du meilleur sport au monde. C'est compliqué quand même de dire ça, on se dit quand même que la petite finale était plus attrayante, mais bon, c'est comme ça peut arriver. L'Espagne en 2 finales a tout simplement joué 2 prolongations, 2-1-0, mais c'est comme ça. En tout cas les gars, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, même à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. À me rejoindre aussi sur TikTok et sur Twitch, parce que je fais des vidéos et des streams là-bas. Et sinon sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, c'était Nob, je vous remercie, et on se retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo bien sûr sur les Deschamps, pour leur remercier sur ces 15 dernières années. Des gros bisous.